Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition. 21 personnes issues de divers horizons sont membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Elles ont juré de remplir avec loyauté, dignité et en toute indépendance leur mission. C'était cet après-midi au Conseil constitutionnel. La BCE a obtenu gain de cause. Les consommateurs de services de communications électroniques sont satisfaits de la décision de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Celle-ci est d'avis que les publicités de 2 fournisseurs d'Internet mobile sont de nature à induire les consommateurs en erreur. Et puis dans cette édition, nous irons à la découverte d'une femme joueuse de balafon. Cet instrument de musique traditionnel, généralement manié par les hommes, est aussi maîtrisé par les femmes en pays d'Agara. C'est le portrait à suivre dans ce journal. Le Haut Conseil pour la réconciliation est l'une des recommandations de la Commission nationale qui a sillonné les 4 coins du Burkina durant la transition au nom de la réconciliation et de la justice. La prestation de serment des membres de ce conseil a eu lieu cet après-midi devant les juges du Conseil constitutionnel, Ibrahim Sombier et Hortense Evelyne Ilemo. Monsieur Poko Ilboudo. Je le jure. Monsieur Henri Yé. Je le jure. Crimes de sang, crimes économiques et autres violations graves des droits humains à caractère politique non élucidés de 1960 à 2015. Voici ce à quoi ces membres nouvellement investis vont tenter d'apporter des réponses. Au total, 5065 dossiers sur lesquels les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale vont statuer pour proposer des solutions appropriées. Les dossiers qui ont été déjà enregistrés sont sous scellés. Nous allons bientôt les ouvrir et prendre connaissance du contenu et commencer le travail. Les membres du Haut Conseil pour la réconciliation ont un mandat de 5 ans. 5 ans durant lesquels ils ont obligation de résultats. Nous avons, pour travailler, constitué 2 commissions qui sont d'ailleurs prévues par les textes. Une commission chargée d'études et d'orientation et une commission qui est chargée de l'indemnisation. Alors ces commissions vont très vite se mettre à l'œuvre pour que nous fassions un travail qui ne déçoive pas la nation. Benoît Cambou et son équipe doivent également, au cours de leur mandat, créer des conditions favorables à la réconciliation, à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Une des recommandations de la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Parmi les dossiers examinés en Conseil des ministres ce mercredi, la mise en œuvre du plan d'urgence en faveur des personnes en situation alimentaire difficile, les concours annulés pour fraude qui seront donc reportés pour 2016. Et puis, en ce qui concerne la commémoration de la Journée internationale de la femme, le Conseil a défini le thème national tout en réitérant son souhait de voir le Faso d'Anfani à l'honneur, compte rendu par Ouadraogo, Jean Zongo et Pascal Canet. Les 12 concours directs de la fonction publique de 2015 annulés pour fraude seront organisés cette année avec les mêmes candidats. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres. Les candidats déjà inscrits ne déposeront plus de dossiers pour ces concours et ceux qui sont frappés par la limite d'âge bénéficieront d'une dérogation spéciale. Ceux qui n'ont pas pu passer les 12 concours vont le passer en même temps que ceux qui auront le droit de repasser ces concours-là en 2016. C'est-à-dire qu'on ne change pas. Les besoins sont exprimés, mais simplement ces 12 concours qui touchent en partie la douane et l'ENSA et un certain nombre de domaines seront ramenés, de telle sorte que les personnes qui avaient déposé leur dossier ne soient pas obligées de déposer de nouveaux dossiers. Mais ça n'empêche pas que de nouveaux concours seront ouverts pour la session 2016, en ce qui concerne notamment ces 12 concours-là. Le Conseil des ministres a également adopté un plan d'urgence en faveur des personnes en situation alimentaire difficile. Plus de 3 millions de personnes bénéficieront de ce programme gouvernemental. Le plan d'urgence est évalué à peu près à 30 milliards de francs CFA. Donc ce plan-là est mis en œuvre dès à présent. Le financement est quasiment acquis et le ministre en charge de ces questions-là donc a eu l'autorisation du Conseil pour mettre ces points-là en œuvre. Au cours du Conseil, il a été également question de la célébration du 8 mars. La cérémonie officielle se tiendra à Ouagadougou avec pour thème entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives. Naturellement, la question du pain s'est invitée à la table du Conseil. Le gouvernement réitère son souhait de valoriser les Faso d'Anfani. Il ne s'agit pas d'un Faso d'Anfani forcément avec les logos
de la commémoration, mais tout faisceau d'Amfani peut être utilisé donc dans le cadre de ces commémorations-là. Le Conseil a également acté la situation de pagnes qui sont entrées dans le cadre de cette commémoration-là et a décidé donc que pour les autres années, il sera interdit formellement d'introduire du pagne avec tout ce qui est lié au 8 mars. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté un décret modificatif pour faciliter le travail de la commission d'enquête sur les événements du 30 et 31 octobre. Cette commission a au plus tard 2 mois pour rendre ses résultats au Conseil. Il faut rappeler que le premier décret donc fixait un délai de 4 mois, que malheureusement un certain nombre de handicaps ont fonctionné, notamment le fait qu'un certain nombre d'associations, notamment le Mouvement burkinabé des droits de l'homme et Amnesty International, qui étaient membres de fait de la commission, n'ont jamais participé. Donc ce décret-là visait à corriger tous ces aspects-là. Il y a eu également un dossier santé au Conseil des ministres. Le Conseil a adopté un plan de promotion de la médecine traditionnelle. Il faut rappeler que dans le cadre notamment de cette médecine, cette pharmacopée traditionnelle, un médicament, notamment celui qui concerne la drépanocytose, a été mis en exergue. Donc le Conseil encourage la mise en œuvre de cette stratégie-là et un plan sur les années 2017 et 2020 sera présenté par le ministre en charge de ces questions-là. Il y avait également la question très importante des établissements de santé publique qui connaissent une floraison et des difficultés notamment quant aux qualifications et au niveau de formation. Pour les mouvements d'humeur annoncés des magistrats et des élèves infirmiers, les porte-parole du gouvernement rassurent que des négociations se poursuivent pour trouver des solutions. Il rappelle néanmoins que bien des promesses de la transition n'ont pas été budgétisées. L'Union pour le progrès et le changement se dit insatisfaite de la rentrée parlementaire de la 7e législature. Le parti du candidat venu deuxième à l'élection présidentielle dénonce un accaparement des postes par la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Devant la presse convoquée ce matin au siège du parti, l'UPC a aussi jugé une immixtion de l'exécutif dans la gestion du mandat d'arrêt à l'encontre du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Mounira Kéré. L'Union pour le progrès et le changement UPC fait le bilan de la rentrée parlementaire de ses députés. Le parti a remporté 33 sièges à l'Assemblée à l'issue des élections de novembre 2015. Entre la mise en place du bureau de l'Assemblée, la formation des commissions générales et la répartition des postes entre parlementaires communautaires, l'UPC dénonce ce qu'elle appelle le retour du Togili. Sur les postes des commissions générales, qui sont au nombre de 27 postes, composés comme suit: 15 postes de responsabilité et 12 postes de premier et deuxième secrétaire. Alors sur les 15 postes de responsabilité, ils ont concédé que 4 postes à toute l'opposition et ils en ont gardé 11. À cette conférence de presse, il a aussi été question du mandat d'arrêt international contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. L'UPC trouve qu'il y a immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Le mandat d'arrêt émane du judiciaire. La position annoncée par notre président de traiter la question de manière diplomatique, ça c'est la voie de l'exécutif. Pour ce qui est de la lettre de politique générale du Premier ministre, l'UPC déplore l'absence de programmes annuels et un schéma clair pour mobiliser les ressources destinées à ces mini-programmes. Pour les élections à venir, la mission d'observation électorale de l'Union européenne formule des recommandations. Elle a rendu ce jour public son rapport final sur le scrutin couplé du 29 novembre 2015. Le document se présente comme une évaluation approfondie du processus électoral dans son ensemble. Koualé Nebié Oumar Zombré. C'est un rapport final de 116 pages que la mission d'observation électorale de l'Union européenne a présenté à la presse. Il est la mémoire vivante de tout ce qui a été observé durant toute la période des élections couplées présidentielles et législatives. Le rapport a également formulé une vingtaine de recommandations. Recommandations qui regardent différents secteurs, le secteur juridique, le secteur des médias, la participation des femmes, l'administration territoriale, mais aussi l'administration électorale. Mais ça regarde aussi une recommandation pour essayer de faire comprendre que chaque personne doit avoir droit à un procès effectif
effectif, mais aussi laisser au Conseil constitutionnel son rôle de juge du contentieux. Donc les différentes recommandations sont assez claires et on le remet dans les mains des législateurs, dans les mains de la société civile. Ce rapport se veut une analyse complète et impartiale du processus électoral. Et sa présentation marque la fin d'une étape de la mission d'observation de l'Union européenne, mais pas la fin du voyage, car elle sera de retour dans environ 2 ans pour cette fois une mission d'évaluation du processus à mi-parcours, a laissé entendre Cécile Kachetou-Kienge. La Cour des comptes poursuit ses visites officielles avec en mai les résultats 2014 et 2013 de son rapport public. Le premier responsable de l'institution a conduit une délégation à l'hémicycle, compte rendu de l'audience avec le président de l'Assemblée nationale, Nongba Kouda, et Sibidi Issa Lankwande. Le rapport public 2014 et ce sur l'exécution des lois de finances de la Cour des comptes pour l'exercice 2013, remis au président de l'Assemblée nationale. Une obligation institutionnelle pour la Cour des comptes, selon son président, puisque c'est la représentation nationale qui donne quitus au gouvernement en matière d'exécution du budget de l'État. Le président de l'Assemblée nationale a prêté oreille attentive à ses hôtes. Nous avons été comblés tout simplement parce que son Excellence a reconnu la qualité du travail qui est fait, mais sauf que la suite n'était pas souvent donnée. Le rapport public 2014 fait ressortir les résultats des contrôles et audits effectués sur des institutions et entreprises publiques, ainsi que des créances dues à l'État par des anciens ministres et députés. Certains fonds nationaux ont également été audités. Avec les échanges que nous avons eu avec son Excellence le président du FASO et même tout à l'heure avec le président de l'Assemblée nationale, nous sommes rassurés que, en tout cas, beaucoup de choses dans le temps annoncé par les corps de contrôle, notamment la Cour des comptes, vont quand même voir des solutions, quoi. Selon le président de la Cour des comptes, depuis 2009, son institution n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme sur des faits qui font perdre des deniers à l'État. Après s'être informée auprès des autorités nationales, la Banque mondiale s'est injecté l'enveloppe de plus de 600 milliards de francs CFA. Au Burkina, l'énergie, l'agriculture et l'éducation sont les domaines prioritaires. Devant la presse, la banque a donné les détails sur l'utilisation de cette enveloppe. Le point avec Adama Guiti et Draman Guéné. Après avoir rencontré les différentes autorités du pays, la Banque mondiale sait désormais où injecter les 600 milliards de francs CFA d'aide accordée au Burkina. Elle compte construire une centrale électrique de 50 MW pour réduire les 140 MW de déficit énergétique. Au niveau de la Sonabel, la proposition est faite d'ouvrir la production de l'énergie au privé. Nous pensons le faire particulièrement à travers du PPP qui permettra justement d'avoir, particulièrement dans le solaire, des investisseurs qui puissent venir installer des unités de production d'électricité et de vendre cette électricité à la société d'électricité du Burkina. Au niveau de l'agriculture, cette enveloppe permettra au Burkina de multiplier les espaces irrigués et de soutenir les organisations paysannes. Dans le secteur de la santé aussi, la Banque mondiale est plus que jamais présente. Pour l'équipement de certaines infrastructures hospitalières et médicales qui ne disposent pas d'un plateau technique suffisant. Dans cette aide triennale, il est également envisagé la construction d'infrastructures universitaires et routières. Maktar Diop prévoit aussi un appui budgétaire au Burkina afin de permettre au pays d'assurer certaines dépenses pressantes. La BCE a obtenu gain de cause. Cet acronyme qui regroupe les consommateurs de services de communication électronique est satisfait de la décision de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. L'association avait en effet saisi cette commission pour dénoncer des publicités mensongères de la part de 2 fournisseurs d'Internet mobile que sont Telmob et Airtel. La commission a pour sa part déclaré que ces publicités manquent de transparence et sont de nature à induire le consommateur en erreur. Mokhtar Ouedraogo et Ramatouzida. Connexion Internet au Burkina Faso, la 3G+, au centre d'une polémique.
Selon l'Association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique, la 3G+ n'est ni plus ni moins qu'une publicité mensongère de la part de 2 opérateurs de téléphonie mobile. Une position soutenue par la Commission nationale de la concurrence et de la consommation suite à une plainte de Seydou Barro et ses collaborateurs. La CNCC, après avoir déclaré l'ABC recevable en sa plainte, a déclaré que les publicités de Airtel Burkina et de Onatel SA Thermob sur la technologie 3G75 et 3G+, manquent de transparence et sont de nature à induire le consommateur en erreur. En conséquence, la Commission les a ordonné de préciser dans leur publicité tous les éléments permettant au consommateur d'apprécier le service ou le produit qui lui est présenté, notamment en précisant le niveau de couverture spatiale. Sur cette base, l'Association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique dit avoir introduit une requête il y a 2 ans de cela auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes au fin de condamner Airtel et Telmob au retrait des clauses abusives de leur contrat de consommation. À ce jour, elle est en attente de ce verdict. En dehors de ces 2 opérateurs, la société Canal+ est également dans le collimateur de l'Association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique pour concurrence déloyale. Direction Djibo, à présent, où la population se réjouit de la libération d'une des leurs. Jocelyne Elliott, les habitants de Djibo sont reconnaissants envers tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour atteindre ce résultat. Elle attend toujours une autre libération, celle de l'époux de l'ex-otage d'origine australienne. Le reportage de Martin Ouedraogo et Seyrouzan. Mobilisation devant le Haut Commissariat de Djibo après l'annonce de la libération de Jocelyne Elliott. Autorités administratives, leaders coutumiers et religieux, les hommes et les femmes ont abandonné leurs occupations ce matin pour manifester leur joie. Aujourd'hui, une partie de la bataille est gagnée, car Mme Elliott est déjà à Ouagadougou. Et ses fils sont tellement fiers de tout ce que vous avez bien voulu faire pour le retour de leurs parents. Un rassemblement qui a pris les allures de prière. Ici, l'on rend grâce à Dieu, car pour eux, une partie de leur prière a été exaucée. Rendons grâce de tout cœur, Seigneur notre Dieu, pour avoir libéré Mme Elliott. Et nous te disons encore merci parce que tu vas encore ramener ton fils Elliott parmi nous à Djibo. Toujours nous te rendrons gloire. Il est grand ton amour pour nous. Tu nous as tirés de l'abîme des morts. Le vieux El Hadj Adama Diki n'a pas pu dormir après avoir appris la nouvelle. Pour lui, Jocelyne Elliott est une bienfaitrice et ce matin, il a tenu à être présent au rassemblement. Je n'ai même pas pu dormir tellement que j'étais content. Mes mots ne sont pas beaucoup. Je ne fais que remercier les autorités provinciales, le gouvernement burkinabé, le président du FASEROC, Christian Kaboré, le gouvernement du Niger et celui du Mali. Pour ces manifestants, la libération de Jocelyne Elliott est une satisfaction à moitié. Ils ont bon espoir que le docteur Elliott sera aussi libéré, dont ils attendent impatiemment le retour du couple ici à Djibo. Cet atelier s'inscrit. La Grande Muette, qui a tout de même son mot à dire dans ce genre d'opération, fait l'actualité à Koudougou. Des études sont en vue pour renforcer la gouvernance interne au sein des forces de défense et de sécurité. C'est donc dans la cité du Cavalier Rouge que les experts sont retranchés pour la validation de ces études. Quelques précisions avec Koalen Ebi et Kadi Sanogo. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la consolidation de l'état de droit et à l'accès des pauvres à la justice. Financé par le Japon, il a pour objectif de valider 4 études commanditées par le projet de renforcement de la gouvernance politique. Ce projet vise le renforcement des capacités des écoles de formation des forces de défense et de sécurité et le renforcement de la gouvernance dans le fonctionnement et la gestion des différents corps de notre armée. En réalité, ce financement est une contribution du fonds japonais à l'endroit donc du peuple burkinabé par le biais du PNUD. Cela rentre dans un vaste projet qui vise à la consolidation de l'état de droit et à l'accès des pauvres à la justice. Pour les forces de défense et de sécurité, cet atelier revêt une grande importance. Il est clairement établi davantage de nos jours que la sécurité constitue un levier important du développement de la gouvernance démocratique d'une manière générale et de l'état de droit. Et
Profitant donc de cet atelier qui contribuera certainement à renforcer nos capacités, et nous allons explorer, examiner les différents régimes qui pourraient apporter davantage, plus d'efficience pour les forces de défense et de sécurité. Les thématiques qui seront abordées sont entre autres l'étude sur le système de sanctions disciplinaires et judiciaires pour les violations des droits de l'homme commises par les forces de défense et de sécurité et l'étude pour le renforcement des mécanismes de gouvernance interne des forces de défense et de sécurité. Peut-être vous posez-vous souvent la question de savoir d'où proviennent les légumes exposés sur la place du marché. Les habitants de la ville de Sia peuvent trouver réponse à Léguéma, localité située à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Malgré les difficultés liées à la rétention d'eau, le maraîchage y occupe plus d'un. Hassan Gourabou et Kadou Romen qui étaient à Léguéma, leur constat. Grâce au mécanisme d'irrigation, le maraîchage est aujourd'hui possible en toute saison. Le souci majeur, c'est la disponibilité de la ressource eau. Dans cette plaine d'environ 2000 m², les maraîchers ressentent les effets de la sécheresse. Le marigot, unique source d'irrigation des cultures, est au plus bas. Et faute d'eau, l'arrêt de la production est prévu pour fin février. En février, l'OP est fini. On arrête et on attend quand la pluie tombe. Si la pluie tombe en avril, bon, on continue. S'il n'y a pas assez, si la pluie ne tombe pas, on ne peut pas avoir beaucoup d'eau. C'est pour cela qu'on a fait des diguettes avec des sacs de ciment, plus les pierres sauvages, pour retenir ça, pour que nous pouvons arroser nos jardins. Nous, chez nous, on a plus que de 100 personnes qui travaillent ici. Tomates, choux, concombres, courgettes et poivrons. Ici, l'agriculture maraîchère nécessite un arrosage 2 à 3 fois par semaine. Avec un système d'irrigation sommairement mécanisé, l'activité nécessite tout de même l'intervention humaine. C'est au prix de 1001 difficultés que des producteurs comme ceux de Léguéma arrivent à inonder le marché de condiments divers, de légumes et de féculents. Des producteurs qui restent confrontés à certains problèmes. Par rapport à l'exploitation, nos difficultés, c'est par rapport aux insectes. Il y a des insectes, disons, ravageurs. Autre difficulté, ça encore, c'est par rapport, disons, aux machines. Mais vous voyez que la distance qui nous sépare peut-être du marigot, peut-être aux dernières surfaces, là, au-delà de 100 mètres. Donc il faut des tuyaux aussi, disons, pour pouvoir amener, dresser l'eau un peu vers là-bas. Même les tuyaux, à la fin de la récolte, là, nous avons des tuyaux peut-être à 50% qui sont cassés. Pour éviter la surabondance des produits sur le marché, source de pertes économiques, ces maraîchers entendent relever le défi d'une production qui répond à la loi de l'offre et de la demande. On en vient à cette femme qui brise prérequis et tabous. Nawinira Dabiré joue au balafon lors des manifestations populaires aux côtés des autres joueurs de la genre masculine. Nous sommes en pays d'Agara, dans un village de la commune de Niego. Portrait de cette balafoniste avec Siedi la Réunienne et Draman Dadia. L'art de jouer et de faire parler le balafon, elle l'a appris de son défunt père depuis son enfance. Mon père fabriquait des balafons et c'est avec lui que j'ai appris à jouer. J'ai ensuite été initié et on me reconnaît ici comme balafoniste. On est ensemble en famille, mais le vieux il jouait, on est ensemble, mais aujourd'hui elle est balafoniste, moi je ne le sais pas. Je ne peux même pas faire quelque chose dans le balafon. Nawinira Dabiré a maintenant 62 ans et reste toujours attachée au balafon. Elle est d'ailleurs la seule femme à faire partie du cercle restreint des balafonistes sollicité lors des funérailles à où elle canalait son village. Même en tant que femme, je joue sans crainte. Le fait de rendre hommage aux morts avec le balafon ne signifie pas que vous allez aussi mourir pour cela.
J'ai eu 12 enfants, mais la faucheuse en a pris 8, nous explique-t-elle. C'est pourquoi Nawini Yira dit faire retentir régulièrement son balafon pour le repos de leurs âmes. Mais au-delà de cette triste parenthèse de sa vie de mère, elle est souvent invitée lors de certaines festivités pour l'animation. Chaque 8 mars, les femmes viennent danser au rythme des sonorités de mon balafon. Elle prend souvent part à des festivités au Ghana sur invitation des organisateurs. Je sais aussi jouer et je l'accompagne à chaque fois. Pour cette balafoniste, la relève est assurée en famille car ses 3 enfants savent aussi manier le balafon. C'est donc un pas vers la préservation de leur identité culturelle. C'est aujourd'hui le mercredi des cendres, ce jour qui marque le début du carême pour les chrétiens. Ils étaient plusieurs ce matin dans une paroisse de la capitale pour recevoir les cendres. L'imposition de ces cendres est un appel à l'humilité pour mieux vivre les 40 jours de conversion, de jeûne et de pénitence. Mathias Rabot et Viviane Tiendrebego étaient à l'église très tôt ce matin. L'heure est matinale, mais ils sont venus nombreux à l'église Sacré-Cœur de Dapoya pour commencer ensemble le carême. Et voici le sens des cendres que tous ont reçues ce jour. Ce n'est pas du tout magique, les cendres. C'est pour nous rappeler tout simplement que nous devons nous convertir. Nous sommes terre, nous sommes poussière et nous allons retourner aussi dans cette terre-là. Alors c'est pour nous inviter à l'humilité. Les textes liturgiques de ce mercredi des cendres appellent à la conversion, à la réconciliation et au jeûne. Comme nous le dit la Bible, il faut s'ouvrir, il faut se convertir. Il faut voir ce qui ne va pas dans sa vie et essayer d'améliorer. Nous pouvons faire les jeûnes parfaits, nous pouvons faire de l'abstinence, nous abstenir du pain et de l'eau. Chacun jeûne selon ses capacités. Ça commence déjà par la famille, qui est le socle de tout. Rendre les siens heureux, veiller à leur bien-être et instaurer également la prière. En cette année que l'Église vit sous le signe de la miséricorde, le pape François souhaite entre autres que le temps de pénitence qui commence aujourd'hui permettent un réveil des consciences, souvent endormies, dit-il, face au drame de la pauvreté. Aux États-Unis, Bernie Sanders et Donald Trump remportent la primaire au New Hampshire. Les favoris des sondages ont confirmé leur place côté démocrate et républicain dans la course à la présidentielle. Hillary Clinton, elle, est arrivée deuxième après le sénateur Sanders. Bernie Sanders et Donald Trump sont les grands gagnants des primaires dans le New Hampshire. Ils devancent largement leurs poursuivants respectifs. La participation atteint, elle, un niveau record au-delà des 60%. Contrairement aux prédictions dans l'Iowa la semaine dernière, les sondages ne se sont pas trompés cette fois-ci. Donald Trump l'emporte avec une avance de plus de 15 points sur John Kasich, ici à gauche, le gouverneur modéré de l'Ohio qui crée la surprise. Ted Cruz, qui avait remporté la primaire dans l'Iowa, prendrait la 3e position devant Jeb Bush et Marco Rubio. Le New Hampshire compte 44% d'électeurs indépendants. Ils auraient choisi en majorité de voter démocrate et apparemment pour Bernie Sanders qui était le favori du scrutin. Le sénateur du Vermont venu en voisin inflige une défaite cuisante à Hillary Clinton avec une avance de près de 20 points. L'ancienne secrétaire d'État américaine avait-elle remporté d'une courte tête le vote dans l'Iowa. Et les parutions du jour reviennent en chœur sur les groupes d'autodéfense dénommés Kolrueogo. Le point de presse animé par le parquet militaire a aussi fait l'objet d'analyse. La revue de la presse est avec Touobouam Evelyne Dabiri. Les quotidiens de ce jour reviennent sur la mise en place des Kolrueogo. Faut-il brûler les Kolrueogo? Interroge le journal Le Quotidien.
Grand dilemme sur cette question, répond Notre Temps, qui fait une analyse des forces et faiblesses de ces structures privées informelles de gestion des questions sécuritaires, judiciaires et pénitentiaires. Puis, ce journal présente, image à l'appui, un jugement populaire des Kolgouyogo à Boulsa. Le journal Le Quotidien énumère les possibles dérives de ces comités qui sont, entre autres, leur instrumentalisation et leur récupération pour en faire des milices. Il conclut qu'il faut mettre des garde-fous pour réguler la tâche des Kolgouyogo. Même inquiétude sur les brigades de vigilance dans les marchés zéards. Aujourd'hui, Ofaso informe que les jeunes commerçants émergents s'en démarquent. Dans un écrit que publie ce journal, le président de la structure explique: les personnes qui seront commises à cette tâche n'ont aucune connaissance en termes de sécurité et n'ont certainement pas le matériel pour s'y prendre. Alors, interroge-t-il, s'il advenait des problèmes de fait de leur action, qui serait responsable? Autre sujet, mandat d'arrêt contre Soro. Le parquet militaire s'est-il défaussé? Interroge Le Soir. Pour ce quotidien, l'information du parquet militaire selon laquelle rien n'est encore prouvé sur la nature des écoutes téléphoniques est égale à un pavé dans la mare. Ce journal poursuit: le problème, c'est le fondement de la décision du juge. En clair, sur quoi s'est basé le juge pour fonder sa décision de délivrer et lancer le mandat d'arrêt en question? Le nouveau pouvoir joue sa crédibilité, conclut l'observateur Palga. Merci d'avoir suivi ce journal. Très belle soirée en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Bonsoir.